Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine numéro 12, qui s'étale du 16 au 22 mars 2026, évidemment. Vous pouvez voir ici qu'on est plutôt bon dans le timing d'enregistrement parce qu'on est le 16 mars à 21 heures. Donc, j'espère que ça sera pour un bon moment. On reprend l'enregistrement jour par jour, en temps et en heure, pour pas se faire des grosses sessions. Parce que là, on a terminé la semaine 11. J'en avais enregistré 3 œuvres sur 11. Je viens d'en faire 3 de plus. Il m'en reste donc 5 à faire d'ici la fin de semaine. J'aurai large le temps. Mais ça reste moins agréable et même moins pertinent que de faire ça au jour le jour. Parce que par exemple, quand je dois parler de volume 15 de High Shield 21, alors je viens juste de lire le 18, c'est pas des plus pratiques. La semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, on a terminé les semaines avec des concerts, si je ne m'abuse. Oui, c'était la semaine d'avant. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial cette semaine? 2 bonnes séances dans ma salle d'escalade habituelle. Une très bonne séance dans une des autres salles de la ville, où je suis dans le top 10 des grimpeurs de la salle depuis la séance samedi après-midi. En même temps, en bonne séance, j'ai grimpé 4 heures, parce que je suis un malade. J'étais pas fatigué à la fin, j'ai pas eu mal depuis. Et j'ai réussi 48 nouveaux blocs. Alors, beaucoup de blocs faciles, sinon j'aurais jamais fait autant, parce qu'il y a pas mal de murs depuis. Mais 3 blocs de difficulté noire, donc l'avant-dernier niveau, sur lequel je butais pas mal et que je fais pas régulièrement dans cette salle. Donc je suis content d'avoir passé 3 d'un coup, dans une séance de nombre. C'était agréable. Ça, 2 moments en famille bien agréables, le vote bien évidemment. J'allais dire aller voter, mais ça va sortir, la semaine d'après les élections, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pas mal du DLC Donkey Kong Bonanza. C'est long d'obtenir les 10 000 points sur la carte générale. Quand à chaque run, tu fais à chaque run d'une heure, tu fais entre 400 points et 900 points aléatoirement, mais beaucoup plus proche des 400, et qu'il faut en faire 10 000 au total. J'en suis à 7 000, je crois. Donc il y en a encore pour un petit temps. C'est pas le plus fun, mais on va arriver à bout cette histoire, hein. Comme ça, on pourra en parler et passer à un autre jeu, surtout parce que c'est pas le plus passionnant, mais ça me prend du temps. C'est même pas le jeu auquel je fais des grosses sessions, mais c'est assez régulièrement une session d'une heure, c'est relou. Et en dehors de ça, le boulot, ça s'est un peu plus calmé, donc j'en avais pas à ramener le soir. Et c'était un peu plus agréable mentalement la journée. Donc c'était un peu plus confortable. J'ai pu faire mes trucs tranquillement dans la semaine, sans que je me souvienne trop de quoi. Et cette semaine de prévu, les 3 séances de grimpe, voter, anniversaire d'un copain, et un autre copain veut aller au cinéma, voir un film d'animation de celui qui a fait Belle. Il y a un autre film, mais j'ai oublié le nom. Le garçon et le loup en tête depuis tout à l'heure, mais c'est pas ça, je pense. Bon, on va regarder. Le garçon et la bête, bien sûr. Et Mamoru Osoda, bien sûr. J'ai peut-être fait quelques erreurs par-ci par-là. La traversée du temps, Summer Wars, les enfants loups, Ame et Yuki, le garçon et la bête, Mirai, ma petite sœur et Belle. Et là-dedans, j'ai dû voir Belle, je crois, mais j'en ai pas souvenir. Et le reste, j'ai pas vu, c'est sûr. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert la semaine dernière, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez comment ça marche. Abonnement, partage, pouce bleu, commentaire, étoile. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 18 de High Shield 21. Et merci d'être bien comme ça fait plaisir qu'on soit vraiment lancé dans l'histoire maintenant et qu'on enchaîne les volumes qui me passionnent de bout en bout.
Alors que pourtant, je pense qu'on a à peu près les mêmes ratios de points forts et points faibles au niveau de l'écriture et des matchs. Mais juste quand on a passé un point de bascule où les personnages sont un poil plus attachants et ils sont déjà un poil plus réussis, et bien ce qui se passe, ça marche mieux. On suit très rapidement, vraiment très rapidement, le duel entre les Hojo White Knights et les Bando Spiders, pour savoir qui sera l'autre équipe en repêchage. Évidemment, c'est les Spiders. Et on passe un bon moment du volume à nous teaser les personnages importants de l'équipe et les duels mis en place. Donc on a un duel mis en place il y a un moment, parce que Musashi n'était pas là, entre Musashi et Kotaro au niveau des kicks. Et c'est rigolo qu'ils aient des caractères si différents, mais la même passion. Ça peut être un duel intéressant. Et surtout, un grand moment pour teaser Hayato, qui serait le véritable Ice Shield 21, qui est connu par du monde. On va même faire des gags dans les bains publics pour en parler. Mais en même temps, les bains publics, c'est rigolo. J'en ai fait un, onsen, tout seul, quand on est allé au Japon avec les copains. Après la journée à Disney, on était more. Et moi je suis allé, tiens, je vais aller me baigner pour me reposer un peu. C'était bien. J'avais pas mes lunettes parce que bah, c'est chiant dans l'eau et la vapeur, donc je voyais strictement rien, donc aucun problème avec l'unité des autres. Par contre, deux problèmes. L'eau dans les onsen, elle brûle sa grand-mère. Les gars, je suis resté dans l'eau pas très longtemps. C'était tellement chaud, j'ai eu des fourmis dans tout le corps pendant une demi-heure. Sans mentir. À quel point ça peut être aussi chaud. C'est peut-être désagréable à partir d'une certaine chaleur. Et deuxième difficulté, ne connaissant pas par cœur les us et coutumes, j'avais pris ma serviette dans la partie bain et je l'ai déposée dans un coin. Et quand je sors de l'eau pour prendre ma serviette, je vais dans le coin et il n'y a plus ma serviette. Et je vois qu'il n'y a plus le vieux papy japonais qu'il y avait à côté. Donc je retourne au niveau du vestiaire, entièrement trempé, à attendre de sécher à l'air libre. Et il y a le vieux pépé japonais, qui ne parlait que japonais, parce qu'il est vieux, qui se rend compte que j'ai pas de serviette, et qu'il a pris une serviette qui traînait dans le coin. Donc il m'a gentiment donné la serviette, qui était déjà de base très petite, et qui en plus était trempée. C'était pas un super moment pour se sécher, mais c'était une sacrée aventure, et le seul moment que j'ai fait tout seul, avec aucun repère, dans un truc typique, c'était trop cool. C'est un de mes souvenirs les plus forts de ce voyage. Et c'est une parenthèse, peut-être un poil grande. Autre moment que j'ai adoré dans ce volume-là, vu que c'est le dernier match de rattrapage pour décider de la dernière équipe pour le tournoi du Kanto, donc le fameux Christmas Bowl, on a une présentation complète des effectifs et les Diamond Devil Bats présentent vraiment tout le monde au complet. Toute l'équipe habituelle, les trois qui traînent depuis le début qui sont les pièces remplaçantes, Yukimitsu alors qu'il n'a rien fait depuis le début du manga, Mamori en tant que manageuse, ça marche très bien, et surtout ça lui fait un bon boost au moral après que Senna ait dévoilé son identité et qu'elle se rende compte qu'elle a été un frein pour lui. C'est parfaitement bien mené, c'était bien écrit jusqu'ici. C'est donc évident comme conclusion, mais ça marche tellement bien, c'est tellement humain et tellement mignon, c'est trop agréable. Et on lance donc ce nouveau match avec les Spiders qui jouent à 100% au pied et juste des poussées pour se débarrasser des autres, qui empêchent à plusieurs reprises les Diamonds de toucher la balle tout simplement. Parce que le but c'est de jouer qu'avec leurs points forts, les jeux de pied, et surtout de bloquer les jambes de Senna. Ça marche bien. En plus de ça, ils sont plutôt touchants. Déjà parce que Kotaro est extrêmement con. Il demande un temps mort sur les trois disponibles juste pour raconter le flashback de leur équipe. C'est stupide, ça colle bien au personnage, c'est rigolo. Et le flashback est cool.
L'équipe se fait embarquer ailleurs, parce que leurs points forts ont été dévoilés. Ils sont tous partis parce que être une équipe ni offensive ni défensive, mais une équipe de kick, ça ne fait envie à personne. Sauf Kotaro. Mais il arrive à motiver Hayato, qui abandonne tout l'avenir tracé devant lui pour créer l'équipe de kick la plus forte à deux, en regardant d'autres gens. Ça marche bien. Et on a d'autres trucs cool de leur part. Des run force. Donc, à travers le labyrinthe de joueurs qui bougent, créer une seule voie pour bloquer facilement Senna. Ça marche bien. Mais on a quelques failles qui arrivent petit à petit. Iruma, qui est trop fort, est le seul à résister aux grands coups de poussée, parce qu'il a compris le principe de timing et d'équilibre que ça implique. Résiste une seule seconde et aide Senna à avancer très vite. Et surtout, Senna est un grand joueur, parce que il se fait éclater, il tremble, mais d'excitation face au duel qui arrive. Ça marche bien, c'est très dense, c'est très humain, c'est très prenant, très bonne première mi-temps et très bonne mise en place. J'adore! S, évidemment. Eh, mais c'est S Shield 21 ou quoi? Par rapport au titre du manga, c'est genre Ice Shield, et au fait que je mets que des S, donc c'est S Shield 21. Euh, Ensuite, j'ai lu le Marvel Must Have, le dernier que j'avais à lire de ce mois de mars, et donc on est à jour avec ça. Celui centré sur Ultimate Spider-Man et sous-titré Mais qui est Miles Morales? Bon, c'est sorti ce must-have en 2020 et les premiers chapitres, les chapitres qu'il y a dedans en 2011, début 2010 il me semble. Et c'est un peu de là que vient le plus gros point faible que j'ai ressenti à ma lecture. C'est l'intrigue est très proche de Spider-Verse, évidemment. Le premier dessin animé s'est basé sur le premier comics pour créer son histoire. Et a juste ajouté l'intrigue de Spider-Verse dedans pour compléter la quête d'identité de Miles Morales avec plein d'exemples de Spider-Man autour. Et mon souci avec le comics, c'est de l'avoir lu après le film, qui est plus fou visuellement, qui est plus profond au niveau de l'intrigue. Et donc on a quelque chose de bien, mais plus basique. Parce que c'était là avant, et que c'est la base à 100% de l'intrigue du film. Parce que ouais, il y a des choses qui marchent trop bien dans tous les sens, et qui changent du personnage de Spider-Man, qui est cool, mais qui peut un peu se répéter entre son apparition en 60 et là en 2010 quand on en est à l'apparition de Morales. Notamment le fait qu'il ait une vie giga pauvre, que les quelques espoirs pour avoir une vie meilleure, parce que bon, c'est pas parce que tu fais des études que c'est forcément meilleur, mais c'est la voie la plus basique et la plus poussée. Et pour avoir ça, c'est juste un tirage au sort. C'est dur. C'est pas poussé, ça raconte rien sur le personnage et ses actions en plus dans la suite, mais c'est déjà bien de le montrer parce que c'est pas commun. J'aime beaucoup les relations compliquées qu'il y a entre lui et son père, lui et son père et son oncle, euh, parce que le père veut le protéger des mauvaises relations, veut qu'il ait une bonne voix, veut qu'il fasse attention à lui. Son oncle est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus agréable dans sa construction. Et la relation entre les deux adultes est évidemment compliquée. Ils n'ont pas la même vision du monde, ils sont pas alignés pareil moralement, et ils ont donc pas la même éducation du tout. Ça marche bien, c'est moins poussé et moins réussi que le film, c'est normal. Il se fait picousse par une araignée, on a un long passage sur la compréhension des pouvoirs et de son nouveau corps. C'est un peu relou pour nous, ça l'aurait été même sans voir le film pour le coup, c'est juste un poil trop long, mais ce qui suit derrière marche bien. Il voit Spider-Man mourir de très près,
Il discute avec, ceux qui l'ont, perdu et qui ont perdu, Peter Parker et il ressent de la culpabilité et une obligation d'agir. Il a des pouvoirs, il a plus ou moins vu que Peter allait mourir, mais n'a rien fait parce qu'il se cache depuis qu'il a ses pouvoirs et se sent obligé d'agir. On a à nouveau le grand pouvoir, grande responsabilité, mais ça marche bien. Les départs ratés aussi, ça fait plaisir de voir des héros pas sur deux, qui découvrent leur pouvoir, qui découvrent leur technique, qui découvrent leurs adversaires, et qui gagnent limite en ayant fait des dégâts sur eux, sur des passants, sur des objets, ça marche bien. Derrière, bof. Le Shield le découvre, il le capture, il le questionne, ils veulent le faire arrêter parce qu'il est jeune et pas très compétent, mais il arrive à faire une bonne action dans le Shield, mais il a juste le bon pouvoir qui contre parfaitement l'adversaire, il n'a pas fait grand chose de plus, mais grâce à ça, il peut avoir un vrai départ. C'est plutôt évident, c'est plutôt basique, il y a plein de sujets qui marchent bien, et c'est super efficace et agréable à lire. J'ai vu le film avant, c'est mon seul point négatif qui bloque tout le reste. Mais on a quand même un très beau A. Le serpent là, hein, un boa. Eh, on s'amuse bien ce soir, non? Non. Ensuite, j'ai vu Scarlett et l'éternité. Ça faisait une éternité que j'avais pas vu un film. Ça faisait un mois. Il est à fond là, ce marathon Oscar là. Fou, j'enchaîne de fou. Je suis pas du tout juste en train de regarder des vidéos YouTube où je joue à Donkey Kong. Vraiment pas, hein, vraiment, je suis à fond dans ce rattrapage Oscar. J'espère que j'aurai fini de voir tous les films, les 8 films qui me manquent avant la cérémonie d'il y a 3 jours. Hmm. Peut-être qu'il y aura une difficulté quelque part, je sais pas. Ouais, j'ai vu ce film après la séance d'escalade. Déjà, c'est pas mal pour lui parce que il m'a fait rater 1 heure de grimpe. Et ça, c'est pas bien pour quelqu'un d'addict à ce point comme moi. Et ensuite, c'est un film de Mamoru Hosoda. Je connais très peu ce qu'a fait le réalisateur parce que de lui, j'ai vu seulement Belle. Et j'en ai pas un souvenir spécialement. Non, je veux dire pas spécialement bon. Ça serait faux. La vraie phrase serait plutôt j'en ai pas un souvenir. Genre pas un. Ce qui euh, n'est pas négatif, mais n'est pas positif non plus. Parce que c'est peut-être dans l'idée, je préfère avoir un souvenir mauvais de quelque chose que j'ai découvert, plutôt que pas de souvenir. C'est un peu plus intéressant. Et bah on va voir le même résultat ici, hein. 100%, je vais tout oublier. J'ai pas eu grand-chose auquel m'accrocher. Les 2 potes avec qui je suis allé le voir avaient l'air beaucoup plus positifs à la sortie de la séance. Donc je pense que il peut y avoir ce public facilement. Moi, c'est beaucoup trop lisse pour ce que je recherche dans un film. Et c'est dommage, parce que j'apprécie grandement le film visuellement. Il a une très belle 3D, il a également une très belle 2D, et fait bien usage de ces différents types d'animation et de création. Il y a des décors qui sont tout bonnement magnifiques dans l'autre monde. Ils me paraissent très épurés et très simples dans le futur à chaque fois. Mais c'est soit parce qu'il s'agit de flashbacks un peu éthérés, soit que c'est un décor qui va être réutilisé plus tard avec beaucoup plus de monde et qui justifie qu'il soit un peu vide. Mais ouais, gros travail sur les décors en général. Qu'est-ce que l'autre monde est beau, notamment parce que cet autre monde est très lié au fluide. Littéralement, le ciel, c'est de l'eau qui ondule et tout ça. Et les fluides dans ce film, qu'est-ce qu'ils sont beaux. L'eau, les vagues, euh, les liquides en général, la lave, c'est liquide aussi, mais bref, t'as saisi l'idée. Voilà, donc ça, clairement, aucun grief au niveau de l'image et de ce qu'on voit.
un peu plus problème par rapport à ce qu'on me raconte. Je trouve ça assez plat, assez évident, assez naïf et pas très poussé. Parce qu'on est, face à un isekai, c'est pas quelque chose que je suis consommateur, mais je prends du coup, pour, découvrir un peu plus. Et c'est un isekai, complet, avec un univers, complet, sur lequel on n'apprend pas grand-chose malheureusement, pour apprendre à se pardonner et à vivre à nouveau quand on a vécu une trahison dans son entourage qui a coûté, la vie de son père. C'est évidemment un énorme sujet. Le problème, c'est que c'est traité de manière, ultra évidente, avec des personnages que je trouve, vides, vraiment. On a nos 2 personnages principaux, un qui fait ce trajet-là d'être énervé, 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 violente, énervé, énervé, violente, énervé, violente. Ah, OK, je pardonne. Et un qui est un infirmier de fou, qui veut sauver absolument tout le monde et n'importe qui, et qui est presque aveugle au problème. Donc on peut dire que c'est des axes de personnages, pas très poussés et c'est évident où ça va, mais il y a des choses très bien et évidentes. Le problème, c'est que avoir seulement ça, c'est long. Et en face, bah, on a rien d'autre. Ces sbires sont là juste pour faire des combats, qui sont très réussis, hein, toujours visuels réussis de fou, mais ils sont pas intéressants. Les sbires sont méchants, et veulent juste faire leurs preuves, et après, ben, ils se battent entre eux, parce que, bah, ils ont mal fait leurs preuves, et après, bah, il y a des trahisons entre eux, mais bon, ça sort un peu de nulle part, et c'est pas bien. Et surtout, le grand méchant, il est pas intéressant. Il aime pas assez son frère pour le respecter, donc il le trahit. Heu, il est maléfique dans sa régence. Il est maléfique dans ses jeux de pouvoir. Il est maléfique dans l'autre monde. Il est maléfique à la fin. Il n'arrive pas à aller dans le paradis. Donc, il fait preuve d'un peu de regret. Et en fait, non. Et alors ça ajoute une étape en plus dans le voyage du personnage principal et dans, sa façon de voir le monde. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un personnage aussi inintéressant pour une étape en plus? Est-ce qu'il y a pas moyen de la mettre autrement? Je ne sais pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé, le fait qu'il y ait le dragon de Mario Odyssey dans le film. Gros dragon noir avec des épées dans le corps et qui lance des éclairs. 100% Mario Odyssey et 100% justifie que ce soit dans le film en plus, donc c'est super. Et ouais, les films japonais ont un peu la réputation d'être lents. Là, pour le coup, vu les thématiques et les persos, ça devrait pas l'être, mais ça l'est, clairement. Même pas tant, dans les moments de calme dans l'autre monde, mais la transition d'un monde à l'autre, c'est infiniment long pour pas grand-chose. On a compris qu'on voyageait dans le temps. Merci. La scène de danse, c'est pour montrer un futur heureux. OK, mais c'est beaucoup trop long. Merci. Et même l'histoire de l'infirmier, dont on a son flashback en 3 morceaux, le temps qu'il accepte ce qui s'est passé. Et du coup, bah, à chaque fois, il en apprend un peu plus, il fait: «Ah oui, oui, effectivement, il s'est passé ça». C'est un peu dur d'être ici finalement. Pour un retournement, évident au final. Et bah, je sais pas quoi faire. Même la fin, hein, avec le discours final, c'est, naïf au possible, hein. Tu peux pas arriver au XVIe siècle, de prendre la couronne, parce que ton père et ton oncle sont morts, un peu débilement et faire: «Ouais, non, t'inquiète, bah, c'est la paix maintenant. Allez». Alors, ça commence par là, évidemment, mais c'est naïf et utopique. Il y a du boulot, hein, encore. N'est-ce pas, Thorfinn? Voilà. Très beau film, mais super lisse. Et comme c'est pas non plus les images que je garde gravées en moi, il y a de grandes chances que le film soit à 100% oublié sous très peu de temps.
Et c'est dommage, parce que Mamoru Hosoda a une super bonne presse, a plein de films extrêmement bien notés, et là, ça fait 2, je regarde et je vois, ouais, bah, j'ai vu le film. C'est un peu naze. B. Ensuite, j'ai lu le volume 19 de High Shield 21. C'est fou qu'on ait vraiment passé un cap récemment. Tous les volumes sont trop bien. Et c'est vraiment agréable à lire de fou. On s'était laissé au début de la deuxième mi-temps du match de rattrapage entre les Bando Spiders et les Diamond Devil Bats, avec un avantage certain pour les premiers. Et en plus de ça, un vent gigantesque s'est levé, qui ne pose aucun problème pour les kicks de Kotaro car il est sacrément précis, mais qui pose problème pour les passes de Hiruma qui se font déporter et qui forcent les combats rapprochés et les courses. On a enfin Taki qui est mis en avant dans un duel de tight end. Première fois qu'on met tight end en avant et première fois qu'on met Taki en avant depuis son arrivée, autre que pour faire regardez, il y a Montausena qui court et en fait c'est Taki. Point. C'était un peu limité, dira-t-on. Là, il est face à Akaba, littéralement le meilleur tight end du tournoi, qui est balèze, qui est rapide, qui fait tout 1 milliard de fois plus fort que lui. Et justement, Taki se fait éclater, ce qui limite les actions de Senna, parce il suffirait d'un minuscule blocage de Taki pour qu'il puisse avancer. Et justement, Senna veut continuer à attaquer, à fonctionner comme ça, et c'est très cool de le voir se battre et être un vrai joueur. En plus de ça, il sert de très bonne couverture pour un plan de Hiruma qui sait parfaitement faire des passes. Très beau jeu de dupe, ça marche très bien. Bravo à tous. Et surtout, on apprend que Ice Shield 21 n'est pas une personne, mais est un titre qui se passe de joueur le plus rapide en joueur le plus rapide. Ce qui continue à faire évoluer les questions sur l'identité en tant que joueur de Senna. C'est bienvenu. Et on a enfin la première évolution de Taki. Il s'est fait rétamer, certes. C'est clairement pas un élu des dieux comme il le pensait, pas une bête de sport comme il le pensait. Mais il a un corps particulièrement souple que peu de monde peut dépasser. Il a donc ses propres points forts et ses propres éléments à améliorer. Et il peut jouer avec ça pour, sans remporter un duel direct avec Akaba, le retenir un peu plus. Genre, au lieu de te faire pousser tomber, tu te contentionnes pour tourner et le faire attendre. Ça marche bien. Bravo. Et magnifique action finale, trop agréable à voir. Ça utilise le fait que l'adversaire tire trop parfaitement et est donc lisible de fou. Les Daemon adorent faire ça, c'est régulier sans que ce soit redondant, parce que c'est l'équipe la plus folle qui passe son temps à tenter les tactiques les plus folles, à évoluer en plein match. Donc les équipes déjà fortes et rodées, ben ils se servent souvent de ça contre eux, ça marche bien. Et on a le droit au premier run de Senna qui traverse tout le terrain à la vitesse maximale. Très beau match, très beau tour de tous les personnages, très beau duel de shoot, très beau jeu de dupe d'Hiroma, enfin Taki un peu mis en avant, et très beau titre bien mérité pour Senna. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu et ça m'avait manqué, mais on a à nouveau une petite scène avec Yuki, à nouveau très dur pour lui, hein, il voit tous ses potes réussir à qualifier l'équipe, être fou de joie, et lui être fou de joie, mais en même temps ultra frustré de n'être rentré sur aucun terrain depuis le début. Ça marche bien, c'est un personnage hyper tragique depuis le début, j'aime beaucoup le principe. Vivement qu'il puisse récupérer la lumière comme Sakuraba, son confrère dira-t-on, dans la loose. Voilà. Et ensuite, très rapidement, on enchaîne la finale du tournoi, qui met toujours les Hojo sur un sacré piédestal.
et les récompenses de fin de tournoi avec les meilleurs joueurs à chaque poste. Quelques-uns chez les Diamond, beaucoup chez les Hojo et d'autres un peu répartis. Et fin de partie, on termine enfin la partie Tokyo. Et le prochain arrêt, c'est le Kanto. Et le volume termine rapidement par le tirage au sort des 4 matchs et par le teasing autour d'Agon, qu'on a déjà vu plus tôt, et qui est toujours aussi terrifiant. Très bon volume, très complet sur les personnages mis en avant dans le match, grosse évolution de pas mal d'entre eux, passage rapide mais toujours touchant sur Yuki, et très belle fin. J'allais dire de première partie, pas vraiment. La première partie, mais ça s'enchaînait beaucoup plus. Ça se terminait, pour moi, avec le match contre les Américains. Pour moi, ça fait du début aux Américains, puis de l'entraînement aux USA à maintenant. Et là, on passe au tournoi de Kanto, et c'est cool. C'est super bon, High Shield 21, évidemment. Et on a fait la moitié avec ce volume-là. Parce que 18, c'était 36, là, ça fait 38, et on a dépassé. Donc c'était au milieu de ce volume-là, la moitié. Ça fait plaisir, évidemment. Un S, encore. Eh ben, je suis moins fatigué et plus bavard maintenant à 22h que tout à l'heure à 19h. Hihi. Je devrais faire quand même moins long cette œuvre-là que sur les deux précédentes, je suppose. Parce que le premier point que je veux soulever, ça va faire une semaine très thématique, mais c'est que j'ai vu la version animée avant de découvrir l'œuvre écrite de laquelle c'est tiré. Donc comme pour Spider-Verse et qui est Miles Morales, dont j'ai parlé lundi, et donc vous avez vu plus tôt dans l'épisode. Là j'ai vu la série animée, hein, La Petite Mort. D'excellents souvenirs de toute la série, très touchant, très bel univers, ça marche bien. Et là, ben, c'est les bases de la série, mais c'est quand même moins intéressant. C'est pas aidé par le fait qu'on ait beaucoup de gags courts en 3 cases, parce que c'est comme ça que la BD est née et qu'elle a tourné sur internet à la base. Mais en volume relié, en enchaînant tout, les gags passent toujours bien, ils sont toujours à leur niveau d'humour, mais bon, ça fait pas un enchaînement hyper intéressant, ça rend le tout un peu lourd. Alors, ça fonctionne, hein. Ça met quand même en place Petite Mort, ses parents, son harcèlement à l'école, euh, le fonctionnement des faucheuses, l'entraînement des faucheuses, les questions sur l'identité, genre qu'est-ce que c'est d'être la mort, qu'est-ce que c'est être en vie du coup, quel est le genre de la mort, comment trouver sa place dans le monde quand elle est déjà toute tracée mais que t'en veux pas. Il y a plein de sujets. Pour l'instant, ils sont juste pas très poussés, il n'y a pas de trucs très marquants dans ce premier volume. On a quand même des grosses pubs sur une page qui font des jeux de mots avec la mort. On a un album photo sur la naissance de Petite Mort et ses premières fois, qui change un peu le rythme du bouquin, mais j'arrive pas à savoir si c'est positif. Changer le rythme, oui, évidemment. Pour les pubs, je sais pas, ça donne du corps à l'univers, mais c'est pas plus intéressant que ça. Pour l'album photo, c'est cool. Ça rend le tout plus touchant, plus attachant. Ça donne de l'importance aux premières fois, même quand on n'est pas vraiment vivant. Ça marche bien. J'ai pas de souvenir que c'était dans la série, mais j'aime bien le passage sur le fait d'attaquer d'abord l'imaginaire avant d'attaquer des vraies personnes, parce que c'est techniquement plus simple d'avoir un lien de cœur mais toujours distant, et ça fait donc des refs un peu sympathiques. J'aime bien le personnage de Ludo, il est très mignon dans sa simplicité et dans sa bêtise pourrait-on dire, et ça marche toujours bien les duos de losers, mais il est moins bien que dans mes souvenirs, donc bah ça c'est dérangeant, hein, toujours. Par contre, ouais, hein, le point qui est plus marquant, qui est plus réussi dans ce volume-là, c'est la quête d'identité gigantesque. Surtout quand c'est tracé devant toi.
C'est, t'es une petite mort, tu t'entraînes, tu fais tes fauches, à un moment, bah, tu deviens la grande mort et tu devras tuer tout le monde et c'est ton métier, quoi. T'as pas le choix, tu dois faire ça. Et apprendre, si ce n'est à kiffer, au moins à le supporter. Et c'est chaud, hein, quand tu sais pas ton genre, quand tu sais pas si t'es vraiment en vie, quand tu vois pas l'intérêt de plein de choses, les questions marchent bien. Et pour ce qui est du style et du découpage, c'est simple, mais c'est propre, et c'est plutôt marquant visuellement, du coup, de par la simplicité. Donc, plutôt cool là-dessus. À voir la suite, à voir si c'est les tomes suivants qui ont apporté ce que j'ai vraiment apprécié dans la série, ou si c'est ben, la version série qui a eu la chance d'arriver bien des années après. Ça sera donc un B. Ensuite, j'ai lu le volume 20 de High Shield 21. Déjà, c'est fou comme ça va vite. On est toujours dans l'introduction pour le tournoi du Japon, après les qualifications régionales qu'il y a eu un peu partout. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai Kanto qui est en tête, parce que c'est de là d'où ils viennent déjà, donc c'est pas ça. Ça commence avec une interview d'un joueur clé pour chacune des 8 équipes de ce tournoi. C'est pertinent pour remettre en avant un joueur important des 5 équipes que l'on connaît, et pour nous en faire découvrir un des 3 équipes que l'on découvre. C'est pertinent pour mettre en parallèle Agon et Iruma, qui vont être les 2 premiers à s'affronter, et qui en plus de ça se connaissaient. Ça nous tease leur relation et le fait qu'ils ont une vision très différente sur le fait d'être extrêmement fort, et c'est pertinent d'avoir 22 fois la même personne, et le fait d'être débrouillard et d'avoir 22 pions extrêmement différents. Et également que Agon a une endurance de salopard. Il ne l'a jamais vu se fatiguer une seule fois quand ils faisaient leur seul coup ensemble tard à l'époque. Ce qui n'est pas forcément rassurant. On nous tease un lien important pour Kurita, qui pourra donc être pertinent, c'est pas non plus très souvent que c'est le cas, parce que celui-ci, ainsi que nos petits camarades connus, voulaient rentrer chez les Naga à la base, sauf qu'il faut soit réussir l'examen, trop dur pour Kurita, soit être invité pour ses qualités sportives, et Agon a fait exprès de passer par le côté sportif pour dégager la seule place qu'avait Kurita. Parce que c'est un connard qui pense que Kurita est faible et que bah on a besoin que de lui dans une équipe. Mais ça a fait fuir aussi Musashi et Iruma, et Agon s'en fout toujours. Alors qu'une équipe Agon, Iruma, Musashi, Kurita et Ikkyu, ouh, ça aurait fait mal. Oh, ça aurait fait mal. Mais non, Agon est en mode, y a que moi, c'est suffisant, non? J'aime bien, ça est un premier vrai méchant hein, qu'on a depuis le début, ça marche bien. Et surtout, on nous tease que Yukimitsu, la brêle en sport qu'on se tape depuis tout début, que j'aime beaucoup, pour tous ses côtés loser, toutes ses difficultés à voir ses camarades se battre et pas lui, toutes ces difficultés qu'il a affrontées comme ça, on nous tease enfin le fait qu'il va pouvoir jouer pendant ce match. Littéralement, le match le plus dur qu'ils ont à faire depuis le début, contre les dieux invaincus. C'est trop cool comme principe. Et ça pourrait être utile, parce qu'on a toute la première mi-temps dans ce volume-là. On a IQ qui a une prestance terrifiante et qui éclate Monta sur absolument tous les points. On a Agon qui est terrifiant et qui éclate Senna sur tous les points. On a les plans de Iruma qui ne sont clairement pas suffisants et qui se font avoir. On a l'attaque de Diamond qui est muselée, donc on coupe les jambes de Senna et on coupe les bras de Monta, et donc on casse tous leurs plans, ils peuvent rien faire. Ils sont écrasés en attaque par la technique spéciale de Naga, le Dragonfly, et donc par le fait qu'ils sont deux jumeaux bien balèzes en face, et donc en plus d'être forts individuellement, ont quand même des plans d'attaque un peu séparés. Et également le fait que Agon a des réflexes inhumains, tout simplement.
il réagit tout le temps au quart de tour. C'est pour ça que les pièges marchent pas, c'est pour ça que la course de Senna marche pas. Pour l'instant, tout est muselé dans tous les sens. Fin de la mi-temps, Hiruma démotivé, le public qui fuit. Les seuls éléments positifs de cette mi-temps, c'est que ils obligent Agon à jouer constamment. Pas pour le fatiguer, hein, il est increvable. Juste pour qu'il ait pas le temps de se reposer quand même. Et que c'est sa seule chance. Sans être fatigué, au moins il sera tout le temps là. C'est déjà ça. Et surtout, Senna qui reste motivé malgré les échecs. Parce que il supporte pas qu'on insulte sa team et leurs rêves. Ça marche bien. Franchement, belle introduction au tournoi. Et belle démonstration de force des Nagas. C'est pas commun que ce soit autant à sens unique, ça marche très bien, c'était un très bon volume. Ah. Ensuite, j'ai lu La Petite Mort volume 2, et c'était déjà beaucoup mieux que le premier. On est toujours un peu en deçà que mes souvenirs de la série, mais en même temps, bon bah, lutter contre des souvenirs, c'est pas toujours évident. Il y a quand même plus de chances que je n'ai retenu que le positif, ou que ben, ça soit l'inverse, que c'est parce qu'il y avait des bouts positifs que j'ai retenu que ça. Et ouais. Bref, ce volume-là marche mieux que le premier, parce que ben c'est déjà lancé. L'univers est déjà plus mis en place, les personnages également. On n'a pas besoin de les réintroduire, ce qui m'embêtait un peu, connaissant pas mal les choses. On a encore pas mal de passages avec des gags courts en 3 cases, donc c'est pas non plus le plus pertinent au niveau du rythme, mais on a quand même globalement moins de hors-sujet qui viennent de nulle part et des trucs indépendants au milieu, qui sont censés être là pour le gag ou le lore, mais qui coupaient juste le rythme. Là, on en a toujours, avec par exemple les Serial et Lokitu, je crois que c'est dans ce volume-là, mais c'est plus intégré dans l'histoire, ça marche mieux. Et surtout, ben, gros volume au niveau de l'intrigue et de l'avancée. On a la petite mort qui profite du fait d'avoir sauvé son ami, et avec une relation toute mignonne, avec la découverte un peu plus dure de la vie compliquée de Ludo, et avec ben, l'innocence de l'enfance. Et avant d'être bien embêté, à la fois par le papy de la famille dans le placard, qui vient un peu remettre en cause de façon différente l'univers de la petite mort. Tu vois, la petite mort, elle est en mode je veux pas faucher, je m'en fous, je vais faire ma vie tranquillement. Papa mort qui est en mode je fais mes fauches et ma petite vie normale et comme ça tout roule. Et papy qui est en mode je fais mes fauches, maintenant je fuis et je profite de la vie tranquille en respectant pas les ordres et en allant contre le grand tout. Ce qui sont des choix très compliqués. Et justement, en parlant de ça, on a la puberté qui arrive et qui offre des changements super humains, à la fois à la petite mort et encore plus à Ludo, ce qui crée des regrets immenses par rapport aux choix difficiles qui ont pu être faits. Évidemment, dès que tu fais un choix important, genre tuer ton chat préféré ou ton meilleur pote, sachant qu'il y en a un des deux que tu dois faire à la base et l'autre que tu fais un mode sauvetage en mode héros, c'est compliqué quand derrière t'es pas récompensé. Mais en même temps, tu fais un acte altruiste en ayant fait un choix difficile contre l'ordre des choses. Est-ce que la récompense, c'est pas juste d'avoir fait ce choix, déjà? Il y a des vraies questions comme ça. Et ça marche bien par rapport à son père qui a fait le choix d'obéir tout du long, histoire que ce soit le plus calme possible, et son grand-père qui choisit de désobéir à fond, et quitte à faire face aux conséquences. Et justement, on a un peu plus de lore sur les Foch, l'évolution de la vie de la petite mort, l'évolution du nombre de Foch, l'importance des ordres du grand tout et du fait d'y obéir, et un peu de lore sur les poissons téléphones aussi. Ça marche bien. Le volume est chargé et intéressant. Je trouve toujours pas très drôle, malheureusement, mais y a pas besoin d'être drôle quand il est touchant comme ça et qu'il pose des questions très intéressantes sur les non-choix, sur le choix, sur l'obéissance, sur les regrets, sur la puberté.
C'était très cool. Pas grand chose à dire de plus, j'ai passé un bien bon moment, et il me reste encore 7 à lire, et ça fait plaisir. Donc on va approcher un moment de volumes que je connais moins, qui sont pas été mis dans la série, donc ça va être sympathique. Ah, ensuite j'ai lu le tome 21 de High Shield 21. Le volume a intérêt à être exceptionnel car il porte le numéro de la série dans son nom numéro. Ouais, ça c'est pertinent comme phrase, ça c'est bien joué ça. Non, il est exceptionnel, évidemment. On est dans High Shield 21 au niveau des tournois avancés, donc évidemment c'est trop bien. J'aime beaucoup, encore et toujours, comment Iruma joue tout le temps avec les attentes de tout le monde, ses alliés, ses ennemis et surtout les lecteurs. Parce que bon, il chouinait, il a abandonné, il avait plus aucun espoir après cette première mi-temps catastrophique. Mais absolument tous ses alliés comprennent le plan derrière ces chouineries et les pages où tout le monde court ensemble en mode j'ai compris, est-ce que les autres ont compris? Il faut pas que je montre que j'ai compris aux adversaires, il faut pas que je cherche à comprendre si mes amis ont compris, il faut juste faire confiance à la team. Ça marche trop bien comme idée, c'est trop agréable. Et surtout, énorme coup de cœur de ce volume-là, on a Yukimitsu qui entre enfin sur le terrain et qui permet plein de nouvelles choses. Il a pas le physique, il a pas l'endurance, mais il a la motivation et la lecture de jeu. Il a passé je sais pas combien de matchs à regarder le terrain, à apprendre les tactiques. Son point fort, c'est son cerveau. Il doit lire et aller à l'instinct et à l'intelligence dans les endroits les plus ouverts pour surprendre tout le monde. D'autant plus quand tout le monde te sous-estime, après t'avoir pris pour une immense brêle en te testant une demi-seconde et en te terrifiant pour un premier vrai match. Ça marche trop bien, j'aime les losers magnifiques comme ça. J'aime encore et toujours, à chaque fois ça me surprend et j'aime beaucoup, l'esprit combatif de Senna. Hein. Il passe sa vie à courir pour blitzer Agon, il se fait rétamer violemment, mettre à terre et vraiment genre frapper, hein, littéralement. Mais il continue à vouloir se battre et à le dépasser. C'est agréable à voir. Et surtout, il y a encore un truc qu'on voit plusieurs fois, mais il se sert des réflexes et des points forts de l'adversaire contre lui en le lisant parfaitement. Tu vois, à chaque fois, ils sont impressionnés par leurs adversaires, ils apprennent d'eux et ils se servent de leurs points forts contre eux. Il décèle les réflexes d'Agon pour choper une balle, donc il réagit à l'instinct de dos pour choper une balle, ça marche bien. Et on a le droit à une belle finition par Kurita en défense et par Jumanji, qui chope la balle pour la première fois et qui surprend son petit monde. Ça sort de nulle part, mais on prend. Et voilà, c'est un volume pour remettre tout le monde en rail, pour remettre tout le monde en avant, pour faire revenir le public, pour faire bosser Senna à fond, même si ça met ses jambes en sacrée difficulté, il est vraiment pas en forme. Et évidemment, c'est quand l'espoir revient petit à petit et que les choses semblent aller pour le mieux, Kiruma tente de faire n'importe quoi en faisant la passe la plus impossible possible. Au lieu de se laisser remettre au hasard et à la chance en tirant très fort en haut sans vraiment viser, il tire le plus fort possible au ras du sol en faisant confiance à son équipe. Ça marche bien, très bon volume de reprise en main qui met bien en avant Jumanji, Senna-Yuki et Hiruma sur des éléments très différents pour tout le monde, pas du tout le même rythme, mais ça marche bien. Yukimitsu avec le propos de ce match-là, qui est des méga surdoués et de la diversité. Sur Hiruma qui continue à faire tout et n'importe quoi pour déjouer les pronostics. Senna qui est de plus en plus combatif. Et Jumanji qui a le droit à une bonne action, même si elle sort un peu de son cul. Mais encore et toujours, un plaisir à lire, plein de suspense, plein de retournements et plein de personnages attachants.
S. Ensuite, j'ai joué à Donkey Kong Bonanza, île de Donkey Kong et course aux émeraudes, le DLC du jeu. Le jeu était excellent. Blablabla. Ah mais non, je l'avais pas là, c'est de l'année dernière. J'avais mis une très bonne note. Vous avez vu, hein, c'est très thématisé Nintendo depuis un petit moment, mais partie jeux vidéo, parce que ben je joue uniquement à ma Switch 2 et pas du tout sur mon PC, parce que j'arrive pas à me lancer sur mon PC tout seul, que je jouais pas mal quand j'étais un peu plus en stream que bah pas du tout depuis 9 mois, quasi 10 d'ailleurs. Waouh. Et que bah je suis en mode, j'ai acheté plein de jeux, j'aimerais trop les faire en stream, faut juste que bah, je retrouve le temps ou la motive de stream. Parce que techniquement, j'ai eu le temps récemment, et quand j'ai voulu lancer, j'ai eu la flemme, donc je ne sais pas. On verra bien si je me décide à jouer un peu sur mon PC quand même. D'autant plus avec la quantité barge de jeux que je me suis acheté pour le... Barge pour le plaisir. Mais bref, je suis en train de vagabonder dans tous les sens avec mon esprit. Oh là là, mon esprit est tellement grandiose, je vais dans tous les sens. Oui, donc beaucoup de Nintendo en ce moment. Même des DLC. Alors j'ai, même du côté de ma Switch 2, j'ai des jeux qui s'accumulent, hein. Est-ce que j'ai pris le parti de racheter des vieux jeux Switch auxquels j'avais jamais joué pour compléter la collecte et bah, me faire plaisir. Genre Yoshi Crafted World ou des trucs comme ça. Il y en a plein qui me manquent que je voulais faire. Donc bah autant les faire sur une console plus performante. Plus les jeux Switch 2 que j'ai achetés et que j'ai encore à faire. Et là, j'ai passé environ 25 heures, je crois, sur un mois et demi, à jouer à ce mauvais DLC. Je dis 25 heures, ça me paraît énorme, mais je dis ça parce que j'avais noté environ 40 heures sur ma mini critique de Donkey Kong Bonanza. Et là, ma Switch 2 m'annonce environ 65 heures. Et c'est chiant, parce que, alors, il y a l'île de Donkey Kong, elle est agréable à visiter une fois, avec les références qu'on a au niveau de la musique, au niveau des décors, c'est cool à faire. Mais bah c'est vraiment juste pour être cool parce qu'elle est vide et n'a donc aucun intérêt de plus que les références et euh, la nostalgie que je n'ai pas. Mais l'île est pensée pour le mode de jeu spécifique de ce DLC, la course aux émeraudes. Les premières runs sont plutôt compliquées, je trouve. T'es censé donc ramasser des émeraudes. Tu fais les quêtes que te donne Void petit à petit qui te permettent d'avoir différentes améliorations pour ton Donkey Kong. Tu peux t'améliorer en chopant des bananes. Tu peux t'améliorer en chopant des fossiles. Et le but, c'est de faire un build rapidement et cohérent avec ta façon de jouer pour gagner des quantités astronomiques d'émeraudes. Ensuite, tu commences à prendre un peu en main au fil des runs les possibilités et l'agencement de l'île et la connaissance des endroits pratiques et les chemins rapides. Ça marche bien, le plaisir se crée un peu et t'as de plus en plus de pouvoir. Donc, ben, tu chopes tes 2000 points petit à petit à fur et à mesure des runs. C'est ok. T'as les crédits, très bien. Mais vu que je suis un débile, je me suis dit que j'allais faire 100% du DLC. Et pour ce faire, il faut 10 000 points. On en a 2000 pour ce qui est obligatoire. Donc il te reste 8000 points à faire. Et chaque run d'une heure optimisée et bien réussie te donne aléatoirement, j'ai pas trop compris comment, pardon, entre 400 et 700 points. Ce qui t'oblige à faire, si on dit 500 points en moyenne, 16 runs d'une heure, optimisés et tout ça. C'est pas intéressant. Le mode de jeu n'a pas la profondeur qu'il faut pour faire 16 runs de 1 heure. Donc j'ai cherché une méthode optimisée pour faire le plus gros score possible très facilement sur la strat du lagon en se servant des Bluepoid. Ça a très bien marché pour faire des maxi scores et avoir des plus gros points pour l'avancée globale.
Le problème, c'est que soit tu fais 1 milliard de runs et que c'est trop redondant, soit tu fais du farm comme ça, et donc bah c'est juste du farm, et c'est pas intéressant, c'est juste en automatique. Parce que tu pourrais faire ça petit à petit avec les événements, mais t'en as pas assez, et ça j'ai pas envie de les faire. Et tu pourrais te faire un peu plus de nouveautés en allant faire le mode sur les autres strats, ce qui est possible aussi. Mais les autres strats, elles sont pas du tout optimisées pour ça. Déjà, elles sont sur plusieurs étages, ce qui est très chiant pour se déplacer et aller vite vers les objectifs que tu as à faire. Les fossiles, il faut se souvenir d'où ils sont, et vu le timing depuis mon temps de jeu, aucune idée. Et ouais, c'est juste pas fait pour et pas agréable. Tu peux refaire Void pour l'affronter en étant dans tes en étant à 10 000 points. C'est bah, le boss, quoi. Et t'as une énigme spéciale dans un langage inconnu qui fonctionne un peu comme une roulette en 8 étapes, juste pour te faire visiter l'île. C'est bien, hein, il y a plein de choses, mais c'était pas intéressant et pas bien. Et ça m'emmerde que pour un jeu aussi bien, ils aient fait un DLC comme ça en roguelike. Je suis pas un gros consommateur de roguelike, mais là je sais qu'il est mauvais. Et ça fait chier, hein, quand le jeu de base est bon, de partir sur un truc qui a rien à voir et qui est mauvais. Ça tente autre chose, mais peut-être un poil trop simpliste. Alors qu'en vrai, une ou deux strates en plus, avec des refs et de la beauté comme l'île de Donkey Kong, chargée comme les autres, on prenait, tu vois. On se serait posé la question de pourquoi c'était pas dans le jeu de base, mais ça aurait été plus agréable à parcourir. C'est Ensuite, j'ai lu le volume 20 de Fortnite of the Apocalypse. Voilà, ça c'est un gag qui va bien marcher en podcast, tiens. Par rapport à Fortnite of the Apocalypse, bien sûr. Alors, vous avez combien de V-Bucks, les jeunes? Ouais. Euh... Volume 20. On est arrivé dans un tournoi du côté de Camelot, à peu près, si je ne m'abuse, pour essayer de récupérer Tristan qui est dedans et qui a évidemment perdu la mémoire. Donc là, on a un volume entier avec des matchs du premier tour, pas très intéressant. C'est que le premier volume, mais pour l'instant, ça part mal. Les précédents tournois dans cet univers, il y en a déjà eu deux, AVZL et AVZL 2, au volume genre 5 et 20. Là, c'est de mémoire, ça fait un moment que j'ai pas lu. Donc ça fait un moment qu'on a plus de tournoi si c'est le cas. Mais j'ai des meilleurs souvenirs. Alors sans doute parce que je me souviens que de la partie finale et des grosses actions et révélations de la fin. Est-ce qu'on n'est pas encore ici? Mais ça fait déjà deux volumes, hein. Un avec les qualifs, un avec ce début de premier tour. Ça va être long, et si on reste à ce niveau-là, ça va être long. C'est la même chose du coup. Parce qu'on finit le combat de Percival contre un nouveau personnage qu'on découvre. Il le bat facilement, parce que Percival il est ultra abusé. Il fait peur, on se pose des questions sur la santé mentale de Perceval et l'étendue de ses pouvoirs et de sa noirceur à l'intérieur. Mais il récupère quand même un nouvel allié temporaire grâce à ça, ce qui est pratique. Ensuite, on a le match de Donnie. Bah, c'est vraiment un match de merde, et Donnie est vraiment très mal servi par le mangaka depuis le début. Le perso est un peu cool. Là, il est que dans de l'humour nul. Il se fait éclater en une seconde et le match sert à rien. C'est juste pour teaser l'arrivée de leurs nouvelles armes qu'ils ont commandées dans le volume précédent. Peut-être qu'il y avait moyen de faire ça sans ridiculiser une fois de plus Donnie. Je sais pas, hein. Ensuite, on a un combat de Anne. Celle-ci est balèze, elle s'en sort bien avec sa nouvelle arme, avec sa maîtrise, avec son pouvoir, elle est très forte. Le groupe d'en face, enfin le mec du groupe d'en face fait partie de la team Arthur. Donc évidemment, c'est des trous du cul et les alliés attaquent pendant le match et font de sacrés dégâts. C'est pas beau jeu, mais s'attirer les foudres de Percival, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà. Mais au moins que ça, Anne est écartée, Percival est énervé,
mais on a mis du respect sur le personnage de Anne, on a montré qu'elle était forte et qu'elle maîtrisait. Et finalement, contre toute attente, c'est Nassiens le MVP de l'équipe de Percival. Alors, il est très fort, Yael est très fort depuis le début pour gérer les poisons, les assimiler, les balancer et piéger les gens avec. Le problème, c'est qu'il est face à un adversaire qui maîtrise, enfin qui ne craint pas les poisons, ce qui limite son seul point fort. Mais heureusement, il a Chastiefol qu'il a gagné dans l'arc précédent. C'est un peu facile là, mais bon c'est mérité pour son histoire et pour son esprit. C'est pas pire comme power-up, je prends. Ah, j'ai menti, il y a pas que 4 combats, il y en a 6. C'est peut-être un de mes soucis, effectivement. Alors, je reviendrai après là-dessus. On a un combat de Gawain, encore contre un des 3 membres de l'équipe Arthur, qui va faire les 3 matchs d'affilée. Elle gagne facilement, hein, parce que c'est littéralement Escanor, donc pas de difficulté, et donc rien à raconter. Et par contre, bizarre, hein, les pouvoirs de l'équipe adverse. Il y en a un qui peut ouvrir des trous vers le purgatoire, un qui peut attirer des monstres du purgatoire, donc ils marchent forcément l'un avec l'autre, parce que tout seul c'est nul. Et dernier, j'ai déjà oublié. Yes, super l'équipe. Et le volume termine par un combat entre Hauser face à un mec invincible qui a gagné plein de tournois ici et qui ne souhaite rien à part se battre constamment. Et Hauser se fait un peu ridiculiser, comme si c'était l'oncle de Donnie et que c'était habituel aussi. Peut-être un problème de l'auteur avec cette famille. Mais hein, volume qui passe et qui s'enchaîne bien, ça se lit vite et de manière efficace, mais c'est inintéressant et super vide. On a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent niveau avancé et niveau personnage, alors qu'on suit 6 matchs. Alors, oui, c'est un tournoi, donc il y a plein de matchs, donc si les premiers tours il va plutôt vite, c'est pas très grave, mais peut-être qu'il y avait moyen, soit de pas faire un tournoi et faire un vrai arc, soit de réduire le nombre de participants, parce que là, pour l'instant, dans ce que ça raconte, juste Perceval qui fait peur, le match de Denis a rien, Anne qui est forte avec ses nouvelles armes, le groupe d'Arthur qui est méchant, Nassiens qui est obligé de power-up mais c'est justifié, ok, Gawain ça raconte rien, et là c'est juste du teasing pour le champion précédent du tournoi. C'est globalement limité pour un volume entier, en espérant que la suite du tournoi se réveille un peu, parce que ça fait déjà 2 volumes, et c'est pas un bon arc pour l'instant. B. Et enfin, j'ai lu le volume 7 de Sanda. Et oui, vous avez peut-être tiqué en entendant le son spécifique quand je mets une note en S. Parce que cette semaine, j'ai eu tendance à oublier moult fois. J'ai enregistré cet épisode et le suivant en parallèle. Dès que je lisais quelque chose pour la semaine 13, je rattrapais une œuvre pour la semaine 12, là, celle que vous écoutez actuellement. Et je me suis rendu compte récemment que j'avais oublié plusieurs fois de mettre le jingle. Donc j'en ai parlé dans l'épisode suivant. Et j'en parle maintenant. Oupsie, pour les notes en S que j'aurais pu rater. Bref, on n'est pas là pour parler de jingle. Quoique, on est là pour parler de Jingle Bells. Par rapport à Noël et à la musique de Noël. Jingle bell, jingle bell. Na 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 na. Volume très intéressant. On a quasiment un sujet par volume. Et à chaque fois, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais on traite toujours bien en fond les différents sujets autour de l'enfance, de l'adulte et de leur confrontation. Parce qu'ici, dans ce volume-là, on rajoute des ravisseurs d'enfants. Évidemment, dans un monde où la jeunesse est hyper rare, où elle est hyper bien gardée,
où elle est surprotégée, on a de vraies questions sur est-ce qu'on récupère les enfants, comment on les traite, à quel point on peut se faire de la thune avec, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils se sont ravis. Il y a plein de sujets intéressants. Et en plus, ben, ça emmerde Sanda. Il doit choisir entre se transformer devant tout le monde, se dévoiler pour les sauver, ou laisser faire une action horrible pour tous les enfants. C'est des dilemmes super durs et qui rendent le personnage trop intéressant. Mais heureusement, on a le droit à l'éveil du directeur, qui est un ennemi depuis le début de Sanda. Il est là pour protéger les gosses, c'est son métier, il se donne à fond. On peut croire qu'il le fait plutôt mal par moments quand il se confronte un peu avec Sanda, mais bon, il est très cool quand même. Parce que là, il est prêt à sacrifier son physique, à le rendre disgracieux, alors qu'il y tient énormément, pour pouvoir les protéger le plus possible. Ça marche bien. Et surtout, ça apporte beaucoup de nuances en plus quand Sanda arrive à se libérer. Les deux font équipe pour se battre et protéger les gosses, parce que les deux ont un gros objectif de survie et d'aide de ceux-ci, mais ils le font pas de la même façon, c'est pas pour la même raison, ils le démontrent pas pareil. Donc on a une très belle appréciation entre les deux, avec de l'appréhension, parce que bah, ça reste ton ennemi à la base, donc tu doutes un peu de ses actions, avec de la jalousie, parce que les deux trouvent des points forts à l'autre que eux n'ont pas, et donc se sentent faibles, euh, et même un chouille de solidarité. Ça marche bien, et ça complète vraiment ce qu'on a eu précédemment. Et surtout, ben, ça dévoile l'identité secrète, et ça risque d'être intéressant pour la suite. Sanda continue d'appréhender les adultes, parce qu'il va affronter tout seul un autre groupe de ravisseurs. Il découvre un peu plus les vrais méchants adultes, ce qui peut pousser à en arriver là. Comment contrer ça? Comment éviter ça? Et même avec des adultes aussi mitigés, ils ont des bonnes raisons d'être mauvais comme ça, mais ils font vraiment du mal. Et ben même comme ça, il regrette de ne pas être un adulte constamment, et se sent particulièrement faible dès qu'il perd un chouille de pouvoir. C'est hyper intéressant d'être jaloux d'adversaires qui sont dépeints comme des merdes. Et après, on remet enfin en avant Fuyu, qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment, qui est hyper utile parce que un enfant endormi, ça donne beaucoup de pouvoir, mais pour pouvoir s'endormir autant et faire autant confiance à Sanda, il faut quelqu'un de proche, avec une relation incertaine. Enfant Père Noël, homme-femme, je sais plus quelles étaient les autres propositions, mais il y en avait au moins une autre, je crois. Et surtout, le volume s'achève sur un passage très intéressant. Le directeur a découvert l'identité de Sanda, donc il y a une vraie confrontation directe, en discussion, à visage découvert, avec des cases bien terrifiantes, de toute façon le Dirlo est là pour ça. Et on découvre une des précédentes relations du directeur, qui était clairement pas saine. Ils étaient bien foufous quand ils étaient jeunes, et c'est bien qu'ils aient bien vieilli tous les deux. Même si du coup c'est là que la dissension a eu lieu. Quand il y en a une qui a accepté de vieillir, d'avoir une vie normale, et qui a essayé de pousser l'autre à accepter aussi, mais qu'il a tout refusé en bloc. Ça marche bien, on fait le tour de plein de sujets. Là, pour le coup, j'ai encore une fois aucune idée de ce qui nous attend après, mais il y a eu plein d'avancées des sujets dans tous les sens. Beaucoup d'études des adultes par Sanda, avec de la jalousie, de l'appréhension, un nouvel possible allié. Une confiance redorée avec Fuyu, qui est prête à s'endormir pour lui, pour le sauver, ça marche bien. Les ravisseurs d'enfants, qui ajoutent beaucoup à l'univers. Et la relation entre le directeur et la doyenne, qui laisse des traces. C'est hyper intéressant comme volume, j'aime beaucoup cette série. De toute façon, Itagaki est trop forte. S. Et voilà qui conclut notre épisode de la lumière pop de la semaine, sur la semaine 12 de 2026. J'espère que l'épisode vous a plu.
Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, pouce bleu, étoile, commentaire, partage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 15h, pour un prochain épisode de Lumière Pop de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commémorer bientôt!